ou facilite la débauche ou la corruption d'une personne mineure de 20 ans, 21 ans. Donc, de mineur ou, de moins de 21 ans. C'était juste pour faire cette précision, ma très chère. Et ce qui ne nous empêche pas, rebonsoir j'allais dire très cher, docteur. Alors, bonsoir à vous. Il faut déjà qu'on sache ce que c'est que la corruption. Quand on parle de corrompre la jeunesse, ma très chère ébauché, c'est quoi exactement? Corrompre la jeunesse ici, c'est amener ce jeune-là à faire ce qu'il n'avait pas envie de faire de prime abord. Mais il finit par le faire dans l'attente d'un résultat quelconque. Alors, est-ce qu'on peut qualifier harcèlement et corruption de la jeunesse dans le même cadre? En fonction des circonstances, oui. Parce que au départ, on propose un emploi à celui qui vient demander un stage. Et une fois qu'il commence à travailler, on le conditionne de nouveau. Tout comme on peut le conditionner avant pour qu'il prenne lui-même la décision d'accepter ou de refuser. Parce qu'il y a plusieurs cas comme ceux-là où un enfant va déposer son dossier, on lui donne l'impression que le stage est acquis et après on lui donne un rendez-vous. Et c'est au lieu du rendez-vous qu'il découvre que ce n'est pas un rendez-vous professionnel, mais plutôt des propositions qu'on va dire indécentes par rapport à la personne qu'on a en face. Alors, bonsoir Minou. Bonsoir. Est-ce qu'on peut considérer, le fait d'exiger des faveurs sexuelles comme de la corruption? Exactement. En fait, c'est comment dire ça, c'est usurper normalement un titre parce que la personne quand elle vient pour quelque chose et puis en fait on lui montre une autre. Moi j'aime bien beaucoup ce témoignage où la jeune fille qui s'appelle Karine M me raconte que elle justement le jour où elle vient déposer, elle veut aller en fait déposer l'un de ses rapports de stage. Quand elle entre, elle sait que elle va avoir normalement en retour soit des appréciations par rapport au travail qu'elle a pu fournir. Elle a trouvé le monsieur tout nu. Elle a trouvé le monsieur tout nu, c'est-à-dire en fait que c'est corrompre en fait. Et lui a fait comprendre, si tu veux en fait que ton rapport de stage soit bien présenté et qu'il se passe bien, il faudrait que tu couches avec moi tout de suite. C'est de la corruption. Il lui a dit, la séance tenante, il faut que tu aies des rapports sexuels avec moi. Et la jeune fille était désemparée. C'est quelque chose, en fait, je trouve que avec cela, psychologiquement déjà, il y a des personnes, par exemple, quand on sait que ces jeunes filles, des fois, certaines, pas toutes, viennent des milieux assez souvent pas aisés, psychologiquement, en fait, des gens corrompent. De par en fait la posture que la personne a. La posture, normalement, quand on voit un directeur, quand on voit une personne qui est aînée, elle est garante normalement d'une certaine moralité. Et elle a une influence normalement sur la personne qui est beaucoup plus jeune, qui s'attend à recevoir quelque chose de meilleur ou de grandi. Et des fois, ça détruit et ça déstabilise les personnes. Il y a des personnes, malheureusement, qui cèdent à cela. Et Une question d'éducation aussi, peut-être? Une question d'éducation, mais aussi, comment dire ça, il y a vraiment la manipulation dans le harcèlement sexuel. Il y a des personnes qui possèdent justement une certaine facilité à manipuler les esprits faibles parce que ça reste quand même des fois des enfants, on a dit 21 ans ou moins, ça reste quand même des personnes qui n'ont pas, au-delà même de l'éducation qu'ils ont pu recevoir, aussi souvent la force de pouvoir dire non. Et donc, Rodrigue, le seul homme sur ce plateau, des 15 jeunes hommes et femmes que nous avons rencontrés lors de la préparation de cette émission, je l'ai dit à l'entame, 6 ont préféré se réfugier dans du petit commerce, simplement parce qu'ils n'ont pas voulu céder à cette promotion canapé. Vous êtes employé, vous êtes cadre d'entreprise, vous voyez comment ça se passe. Quel est votre sentiment ? C'est un sentiment assez difficile à exprimer. C'est un sentiment de malaise en fait. Parce que vous vous retrouvez dans un environnement où il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui sont bourrés de talent, qui ont un potentiel énorme et qui se retrouvent dans ces situations-là. Je dois peut-être déjà dire que je pense sur le plan légal, je peux me tromper, la corruption c'est le fait d'utiliser son pouvoir pour obtenir des faveurs ou des avantages indus. Exciter, favoriser, encourager la débauche de la jeunesse. Exactement, exactement. Donc c'est exactement ce qui se passe dans les entreprises telles qu'elle a décrit. Il y a de nombreux cas. Donc vous avez des individus, des personnes qui, de par leur posture de directeur, de haut cadre, etc., qui estiment que, c'est-à-dire qui ont un certain ego, estiment que ils ont atteint un niveau dans leur vie où plus personne ne doit leur dire non. C'est-à-dire qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est des gens aussi qui ont suffisamment d'expérience pour pouvoir détecter
les faiblesses chez les individus, les faiblesses chez ces jeunes-là. Et donc, le jeune qui est en face de ce genre de personnes et qui, en plus, a souvent, Minou a évoqué l'environnement dans lequel on vit, a souvent cette pression sociale de la réussite à tout prix, se retrouve justement entre deux feux. Et ça devient très facile. Soit la personne va céder, effectivement. Et une fois que la personne a cédé, ce qu'on oublie souvent, parce qu'il y a aussi beaucoup de ces jeunes-là qui se disent, qui ont la faiblesse de se dire, ok, je vais céder une fois, et puis j'aurai ce que je veux après. Mais le problème, c'est qu'il y a un cercle vicieux derrière. D'où cette question, est-ce qu'on va dire que le mal est véritablement profond, Dr Oguin? Le mal est profond, certes, mais c'est d'abord un problème d'éducation. Parce que on ne devrait pas confondre ici le fait d'être cadre dans une entreprise ou chef d'une entreprise avec l'éducation qu'on a. Ils sont nombreux à être chefs d'entreprise, responsables, même dans le secteur public, à vouloir utiliser leur posture sociale pour dominer les autres. Ouais. Et quand on va même parler de harcèlement, ce n'est pas seulement l'affaire des jeunes. Même dans nos milieux socio-professionnels, les femmes sont harcelées autant que les hommes sont harcelés. Donc ce n'est pas une affaire de mariés ou de célibataires, mais d'abord un problème de mœurs. Parce qu'il y a des dépravés qui sont chefs d'entreprise, responsables dans nos administrations, mais qui ne voient les personnes en position de faiblesse que comme des personnes qu'on peut manipuler à sa guise. Mais dès lors que les valeurs intrinsèques que l'individu a, que ce soit un homme ou une femme, s'il tient à les conserver, il ne va pas se mettre à harceler. Donc comme quoi les hommes et les femmes, mais davantage les hommes, gagneraient à être quasiment rééduqués pour éviter de tomber dans ces travers-là. Tout comme il y a aussi des jeunes filles qui souffrent en se disant que dès qu'elles vont céder, la place est garantie. Mais celui qui est en face perçoit sa faiblesse et à la fin même, elle ne va pas forcément obtenir l'emploi pour lequel elle a postulé. Et ce qui nous donne l'occasion de prendre notre premier reportage, demande de stage et propositions indécentes. Amadou est mannequin. Il dit aimer son métier. Il y a quelques années, après un défilé, la somme due lui a été payée, puis est advenue une proposition indécente. Il y avait un deuxième document qui nous disait si on veut voyager pour le second défilé qui devait se tenir à l'étranger, il fallait donc qu'on fasse les choses banales en fait, comme on dit souvent au quartier, Mondeland. En face de lui se trouvaient 15 personnes, des hommes qui lui imposaient un acte sexuel comme condition d'une éventuelle évolution dans son métier. Ils ont dit, si on veut voyager pour l'extérieur et avoir un logement, une nutrition, un vêtement gratuit et avoir une somme de plus d'1 million de francs CFA, il fallait se baisser, donner son derrière, toi l'homme. Donc moi, en étant homme, je ne pouvais pas faire ce genre de choses, puisque quand Dieu a créé la femme et l'homme, il n'a pas dit les hommes vont s'accoupler avec les hommes et les femmes avec les femmes. Vraisemblablement, un cas de tentative de corruption de mineurs. Il y a corruption de mineurs lorsqu'un individu s'efforce de profiter de la jeunesse et de l'inexpérience de sa victime pour l'initier à un vice et s'efforcer à l'en rendre esclave. Amadou dit avoir évité la PA, tout comme Beryl, alors stagiaire dans une radio. J'étais appelée à passer un test pour un stage dans une radio de la place. Nous étions 3, 2 autres filles et moi. On a passé le casting et le chef de stage nous a demandé de rentrer, qu'il devait nous appeler au cas où on aurait réussi le casting. Quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil. On me demandait de passer à la radio vers 13h. J'étais tellement contente que j'ai appelé les 2 autres filles pour savoir si elles avaient été appelées. Elles me disent qu'elles n'ont pas été appelées, ce qui a donc confirmé que j'étais retenue. Beryl a également fait face à des menaces de la part de son bourreau. Je suis arrivée à la radio comme on me l'a demandé. J'ai patienté presque 1 heure de temps. Après, je reçois un message du chef de stage me demandant de le retrouver dans sa voiture.
Je me suis étonnée, mais j'y suis allée quand même. Il me demande de monter. Je me posais des questions, mais je suis montée. Nous sommes allés dans une boulangerie. Puis nous sommes repartis. Je pensais qu'on retournait à la radio, mais non. Il a pris un autre chemin. On se retrouve chez lui et il se met à me toucher. Lorsque je le repousse, il me dit que je le laisse faire et que c'est comme ça qu'on réussit. Je le repousse encore. Il me menace. Il dit que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Si j'oppose de la résistance, il va me faire mal. Beryl a fini par s'enfuir. Elle intégrera cette radio quelques mois plus tard par des voies normales. Mais ce n'est pas le cas pour de nombreux jeunes Camerounais. Aujourd'hui, l'un des obstacles que j'ai personnellement identifié pour l'accès à l'emploi des jeunes, c'est justement des conditions qui sont souvent posées à ces derniers pour qu'ils puissent bénéficier de ce droit, le droit au travail. Le constat établi par l'organisation Un Monde à Venir est alarmant. J'ai cherché à comprendre avec leurs compétences pourquoi est-ce qu'ils avaient autant de difficultés. Il m'est arrivé d'avoir à entendre des jeunes me dire qu'en fait, dans certaines entreprises, c'était pas aussi facile d'entrer. Le dossier était souvent bien perçu, bien reçu, avait reçu une bonne appréciation. Les échanges semblaient aussi être appréciés avec les promoteurs. Mais recherche faite autour, ils se sont rendus compte qu'en réalité, il y avait autre chose derrière. Et autre chose, c'est souvent une liaison, soit à un cercle mystique, soit une liaison, d'avoir une liaison, voilà, on va dire, ils disent souvent, on leur impose ce qu'ils disent, il faut tenir la table. Au Cameroun, exciter, favoriser ou faciliter la corruption de la jeunesse est passible de condamnation, tel que nous l'explique l'article 344 du Code pénal. Merci de nous envoyer vos messages et contributions sur notre page Facebook / dans le Saré. C'est la période des vacances. Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous vous proposons ce type de sujet. Nous vous l'annoncions déjà il y a plusieurs semaines. On a un jeune qui s'appelle une jeune ou un jeune, Mash, qui nous dit que c'est le système camerounais qui veut ça et oblige les jeunes à passer par là. Ils sont dans le besoin et ont besoin de ces stages pour avoir de l'expérience en milieu professionnel. Et ces pervers profitent juste de la faiblesse des jeunes pour les obliger à faire des choses indécentes. Docteur Hoguin, en quelques secondes. Bon, c'est vrai que les responsabilités sont à tous les niveaux, hein, parce que si on prend d'abord le milieu familial, où est-ce que l'individu grandit, quelles sont les valeurs qui sont les siennes, et après quand on va à l'école, on a des gens qui devraient encadrer les enfants. Ces personnes ne sont plus des modèles. Quand on va dans les formations hospitalières, le personnel soignant ne constitue plus que des contre-modèles. Quand on va à la police, c'est exactement la même chose. Donc, pour dire la majorité est devenue un contre-modèle, alors que, donc quand je dis contre-modèle, c'est l'ensemble de ces personnes qui étaient pendant longtemps le reflet de la société, parce que on voulait ressembler à nos parents, parce que nous avons reçu une bonne éducation, on voulait ressembler à nos enseignants, parce qu'ils ont été les meilleurs, on voulait ressembler au personnel soignant, parce que quand on était à l'hôpital, ils ont bien pris soin de nous, on voulait ressembler aux hommes en tenue, parce que quand on est allé dans leur service, on a été bien accueillis et autres, mais dans notre société aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on a un problème de référent.
Oui, c'est ce que j'appelle contre-modèle. Donc, on n'a plus de modèle parce que l'exemple en famille, on n'en a pas. À l'école, on n'en a pas. Dans les universités, on n'en a pas. Dans la société, on n'en a pas. Donc, les repères ont complètement disparu. Il n'y a que quelques, on va dire, des survivants de ce domaine-là qu'on a encore dans cette société. Alors, on a Ronald Carmel, c'est un autre jeune qui nous dit que le pays est pourri. Généralement, c'est la facilité qui pousse les jeunes, en particulier les filles, à se livrer à l'opération canapé. Cette fois, ça veut dire que je pose la question à je ne sais pas si c'est une question, mais peut-être une observation. Et Ronald qui nous dit, moi, je ne vendrai jamais ma dignité pour un stage ou un emploi. Je préfère passer ou vendre des plastiques au marché. En fait, je veux dire que ce qui est difficile là-dedans, c'est que certaines personnes se sont jamais retrouvées devant la faim et devant aussi la pauvreté en fait ambiante, c'est-à-dire la pauvreté aussi psychologique. Et j'ai discuté avec une dame qui a subi, c'est peut-être pas une jeune fille, mais qui a subi le harcèlement sexuel de son patron, c'est-à-dire elle est femme de ménage et elle a été obligée de céder. Et elle m'a fait comprendre en fait qu'abandonnée par le père de ses enfants, avec cet argent-là, elle s'est sacrifiée en fait pour ses enfants. Et ça, et maintenant si c'est pour les petites filles, c'est clair qu'aujourd'hui nous avons un problème justement d'éducation au niveau de la maison, de modèle, et nous avons des parents qui ont démissionné, surtout les pères. Je suis désolée pour l'homme qui est à côté de moi, mais aujourd'hui nous n'avons pas, en fait, nous ne sommes pas dans des familles où nous grandissons, où on trouve encore des hommes dans la majorité qui protègent leurs femmes. Les femmes en fait grandissent justement avec le processus où les jeunes filles surtout, où elles sont faibles ou bien où elles sont seules. Donc ce qui fait en sorte qu'elles deviennent, les enfants deviennent à leur tour des parents pour eux-mêmes. Et jugent aujourd'hui en fait qu'à travers le stage, ils ont un devoir de ramener de l'argent à la maison. Alors Rodrigue, il y a Boris Tchoupé qui nous dit que il y a de nos jours des jeunes filles qui sont des provocatrices par leur habillement, DVD, etc. Une certaine forme de corruption morale, surtout quand elles n'ont pas de niveau du stage, ou certaines qui se prostituent en cherchant des clients. Cela représente une infime partie des jeunes filles, mais c'est considérable quand même. Oui, je pense qu'il faut regarder les choses de manière globale. Le constat est clair, comme Minou l'a dit. Moi, je dis toujours que nous sommes dans une société en état de régression. C'est-à-dire que, comme le docteur l'a dit, il y a une sorte de déliquescence des valeurs. C'est-à-dire que les jeunes n'ont plus véritablement de repères. Et ce qui remplace ça, c'est qu'on a créé une société de la fascination du matériel. C'est-à-dire que les jeunes sont de plus en plus exposés aux éléments qui les fascinent, c'est-à-dire qui les attachent aux considérations matérielles. Et lorsqu'on ajoute à ça le background, c'est-à-dire que la famille dans laquelle on a grandi, l'environnement justement où les enfants, les filles surtout, les filles, les jeunes femmes ne sont pas suffisamment protégées parce que ce sont elles qui transmettent les valeurs. C'est-à-dire que si on ne les protège pas et que ces phénomènes-là les gangrènent, ça gangrène la société de génération en génération. Donc on se retrouve dans ces situations-là. Et en face, vous avez justement des individus qui en profitent, qui eux aussi n'ont pas grandi dans un certain système de valeurs qui leur permet d'avoir du recul. C'est-à-dire que de savoir que cette fille, même si elle fait du rentre-dedans, parce que c'est vrai, moi je l'ai vécu en entreprise, il y a des jeunes stagiaires qui font du rentre-dedans, mais il faut aller comprendre ce qu'il y a derrière. Il y a des impératifs de survie derrière, que vous, en tant qu'adulte, en tant qu'expérimenté, en tant que personne qui est consciente de sa responsabilité de protéger les plus jeunes, vous devez avoir du recul. Or, c'est tout le contraire. En entreprise, on assiste, moi je m'en souviens bien, en entreprise, les hommes surtout se réunissent et en parlent comme un jeu, c'est-à-dire se donnent des défis. Tu as vu la petite stagiaire qui était là, il faut que je la prenne, et tout l'autre dit non, c'est moi qui vais l'avoir, ainsi de suite. Et donc, toutes les armes y passent, les menaces, le chantage, les promesses fallacieuses de toutes sortes. Et les victimes en face aussi parfois se disent, comme vous l'avez dit ma très chère, que ok, je vais céder une fois et après, dès que j'aurai le boulot et tout. Non, mais le problème, c'est qu'il y a un cercle vicieux derrière. Et plus grave encore, c'est que ça devient parfois tellement systémique que les autres femmes en entreprise qui sont passées par là, les autres personnes, hommes comme femmes, qui sont passées par là pour être là où elles sont, commence à mettre un système où toute nouvelle personne qui veut accéder à l'entreprise doit forcément passer par là pour qu'elles ne se sentent pas les seules, quelque part diminuées. Parce qu'au fond d'elles,
Oui. Au fond d'elles, ces personnes-là se sentent diminuées, même Mais si est-ce elles ne le demandent pas. qu'il y a un moyen de briser cela parce que ça devient carrément comme une roue qui tourne et puis tout le monde vient s'insérer à l'intérieur. Bon, peut-être qu'on va... Oui, moi j'allais dire, il y a ces raisons. Vous voulez dire quelque chose peut-être avant. Oui, mais mais Non, je voulais dire qu'il y a simplement l'absence de dénonciation parce que les gens n'en parlent pas. Et moi, je pense toujours qu'on peut faire dans la dénonciation sans pour autant succomber à la délation. Parce que dès qu'on dénonce, ce n'est pas forcément au niveau de l'entreprise, mais il y a certainement des structures qui sont prêtes à écouter ces personnes qui ont été harcelées et autres. Parce qu'on ne va pas non plus mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui font bien ce qu'ils font. Et tout comme moi, je mets toutes ces personnes dans le cadre des dépravés, ils veulent utiliser leur position sociale pour pouvoir dominer les autres. On n'a qu'à prendre l'exemple de ce mannequin qui nous dit qu'on lui a proposé des choses. Le harceleur propose ce qui est vendable. Comme ils savent que le rêve de la majorité des jeunes Camerounais, c'est d'aller en Occident, alors si je peux donc céder pour une nuit, peut-être que demain j'aurai mon visa pour y aller. Or, rien ne garantit qu'en cédant, j'aurai pleine satisfaction par rapport à la promesse qui a été faite avant. Donc, c'est tout cela qui pose problème parce qu'un seul élément ne peut pas expliquer ce qui se passe, mais même cette tolérance de l'incivisme participe à tout cela parce que les gens sont, comme les Camerounais me disent, on va faire comment? Donc, comme s'il n'y a plus comme s'il n'y a plus d'efforts à faire. Donc, dès qu'on veut se démarquer, ça devient un problème pour l'individu. Je peux ajouter en fait que l'un des gros soucis souvent que nous trouvons ou que nous avons dans la dénonciation, c'est le fait que le problème, c'est qu'on n'a pas souvent donné la parole aux enfants comme un droit de cité. C'est-à-dire que des fois, les personnes que l'on dénonce ont tellement des visages d'anges, ou bien en fait, normalement, ont tellement été garants de la morale à l'extérieur, que quand les personnes dénoncent souvent, elles ne sont pas crues. Et ce qui fait en sorte que des fois, certaines personnes qui voient peut-être d'autres personnes qui ont essayé et ça a échoué, succombent en fait aussi normalement dans le harcèlement. Et d'autres personnes te disent, je suis puissant, tu vas. Et puis dans le cadre du stage, justement, c'est la puissance de la personne. C'est la puissance de la personne. La position que la personne occupe au sein de l'entreprise. Justement, et la société aussi a intégré quelque chose qu'il faut revoir. Le fait que les individus qui ont réussi, en guillemets, socialement, c'est-à-dire matériellement, on ne peut pas leur dire non, sincèrement. C'est-à-dire que une jeune fille va rentrer chez elle ou par exemple raconter même à ses amis que voilà le directeur, je suis allé dans telle entreprise, le DG m'a fait la cour et tout, machin, j'ai refusé. Ses amis parfois ne croiront pas. Parce que l'individu en face fascine tellement que par l'image, par ce qu'il représente, que on estime que de sa posture, personne ne peut lui dire non, sincèrement. Et donc, on finit donc par retourner, c'est-à-dire par culpabiliser la victime, en fait. Et puis cette situation, docteur Wageng, justement, c'est le DG, vous lui dites non, vous êtes refusé. C'est quelque chose qu'il faut travailler en amont ou qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense qu'il y a d'abord un problème de valeur. Ce n'est pas comme si toutes les jeunes filles cédaient à ces messieurs-là. Parce que dès lors qu'on met le bien matériel en avant, parce que même la pauvreté ne peut pas expliquer. On voit dans certaines de nos familles pauvres où les hommes, les jeunes filles et les jeunes garçons sont parfois bien plus sérieux que ceux qui sont matériellement bien lotis. C'est d'abord, à mon sens, un problème d'éducation. Tant qu'on ne met pas l'éducation en avant, on ne peut pas avoir des résultats parce que, comme Minou l'a dit tout à l'heure, ce sont déjà des dépravés qui ont le pouvoir. Ils ne peuvent que transmettre que ce qu'ils ont reçu. Donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. À moins que la vie ne nous permette, n'est-ce pas, de nous transformer en allant au-delà de ce que nous avons reçu. Mais nous sommes dans une société où ceux qui ont le pouvoir ont toujours envie d'écraser les autres en les maintenant dans la précarité. Et il faut donc dépasser cette précarité-là. Parce que si on se contente de dire que bon, je n'ai pas les moyens et on refuse de faire des efforts, on ne peut pas avoir de résultats. Donc pour moi, avant tout, c'est l'éducation et les institutions qui doivent participer à cette éducation-là. Parce que si en famille, les valeurs ne sont pas enseignées. À l'école, c'est la corruption. Parce que quand nous parlons même de la corruption des jeunes, ce n'est que celui qui est prêt à céder.
parce qu'il attend quelque chose de celui qui va le corrompre, qu'il va céder. Mais d'un autre côté, il y a des jeunes qui vont vous dire pour rien au monde, comme les exemples qu'elle a donnés tout à l'heure, je n'accepterai cela. J'ai un cas justement, sont là pour Karel, s'offrir à ces personnes. Dans le même sens, Dr Wogen, Karel Sanjo qui dit que effectivement, si elle arrive dans une quelconque entreprise et que voilà, elle est face à quelqu'un qui lui impose ce type de choses, elle préfère aller travailler les champs. Oui, mais parce que ce n'est pas sa compétence oui. qui est mise en exergue. Parce que si on tenait compte de sa compétence, on la prendrait. Mais malheureusement, on tient plus compte de ses formes, alors que c'est aléatoire. Hogan, qui parlait, Rodrigue, d'accord, Rodrigue, qui parlait donc de l'éducation comme, du manque d'éducation comme la raison qui explique principalement la banalisation donc, de cette corruption. Alors maintenant, on sait que ces corrupteurs, ce sont tous ceux-là qui ont tout ce pouvoir. Voilà. Comment réussir à sortir de ce carcan pour pouvoir donc, réfléchir comme cette jeune fille qui est capable de dire non, parce que Minou relevait quand même quelque chose d'assez important, parce que c'est jeune femme ou homme, enfant. Alors, à la limite, comment donc on peut réussir à passer au travers des filets, oui. des mailles. Bon, moi, je me dis simplement, dans nos sociétés, ou une société comme la nôtre, on sait que, voilà, on peut avoir des avocats, des conseillers, on sait que celui-là n'est pas corrompu, celui-ci est corrompu. Qu'on aille vers celui qui est prêt à nous défendre. Il y a des gens qui ne vont pas croire quand on va aller vers eux pour dire j'ai été harcelé. Mais on devrait aussi cibler les personnes qui croient en nous, pas forcément dans le juridique qui est dans ce service-là, même quelqu'un qui est extérieur. Parce que moi, je suis à l'université de Douala. Vous pensez que si quelqu'un me harcèle, je ne vais pas chercher une institution ou quelqu'un qui est capable d'écouter ce que je lui dis et qui croit en ce que je vais lui dire, parce que nous aussi, nous laissons aller à la facilité en se disant toujours, on voit d'abord l'échec, alors que ça devrait être le contraire. Parce que si on en parle à 2-3 personnes et on décrit réellement les circonstances dans lesquelles la chose s'est passée, parce qu'un discours vrai reste un discours vrai, même si en face de vous, on va vous dénigrer au départ, mais il y a quand même... pour celui-là qui est conscient, il comprendra que cette jeune fille ou ce garçon dit quand même la vérité. Mais parfois, on ne veut pas croire. On reste dans le déni. Mais 2-3 personnes, on finira. Et je crois que c'est même la raison pour laquelle nous avons les médias. Les médias nous servent, n'est-ce pas, à faire cette dénonciation. Parce que tant qu'on ne dénonce pas, les gens vont croire que c'est normal de fonctionner ainsi, alors que c'est pas du tout normal de fonctionner ainsi. Oui, on va prendre le deuxième reportage. Et justement, Dr Wogen, juste pour vous rassurer, que lors de nos recherches, nous sommes tombés sur 15 cas. Donc 15 cas, 6 des 15 ont préféré vraiment se réfugier dans du petit commerce. Ils ont abandonné les stages et emplois et autres. Et ce sont des jeunes Camerounais. Et ils se sont dit, tant qu'à faire, voilà, je ne céderai pas. Je préfère me réfugier dans du petit commerce. Ça, et les 9 autres. Et bon, les 9 autres... ils ont cédé. Ils ont cédé. Ouais. On va prendre notre deuxième reportage, harcèlement sexuel, les jeunes qui subissent en silence. Lorsqu'elle a débuté son stage à la radio, elle était loin de se douter qu'elle était le centre des attentions de son encadreur. Un soir, il m'a appelé à minuit et quelques. Déjà, c'est bizarre, il ne m'a jamais appelé. Je ne savais même pas qu'il avait mon numéro. Il me disait, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, il est minuit, je suis en train de dormir. Il m'a dit, ok, est-ce que ça vous dirait de causer un peu? J'ai dit, déjà, je suis étonnée que vous m'appelez à 7 heures. Et ok, je vous écoute. Il me dit, ouais, vous êtes une fille très talentueuse, vous avez un don. Et je pense que je peux vous aider à émerger dans ce milieu. Je lui ai dit, ok. Il me dit, vous êtes une fille qui m'intéresse depuis le premier jour. Je vous ai vu, mais je n'osais pas parce que je me disais non, il ne faut pas la brusquer et tout. Donc j'ai pris mon temps et aujourd'hui je me lâche parce que vous me plaisez en fait. Face aux avances de ce dernier, la réponse de sa fille a été sans appel. Il m'a dit, ok, tu sais, dans ce milieu, tu ne pourrais pas émerger ou avancer si tu ne passes pas par là. Je lui ai dit, je suis désolée, dans ce cas, je ne vais donc pas avancer, je préfère rester où je suis au lieu de faire certaines choses. Il m'a dit, non, parce qu'aujourd'hui, c'est moi, demain, ce sera telle personne. Avec moi, tu vas évoluer. Avec moi, en 2 temps, 3 mouvements, tu seras loin. Je suis l'hélicoptère. Et ce que tu fais, tu es la voiture, je suis l'hélicoptère. Donc, avec moi, tu y vas rapidement. Et d'ici l'année prochaine, tu verras,
Enfin, je ne l'ai pas laissé terminer. Je lui ai dit, je suis désolée, je vais vous couper. Il se fait tard de 1. De 2, ce que vous me dites ne m'intéressait pas. Et de 3, je ne suis pas du tout d'accord. Je n'accepte pas votre proposition. Parce qu'en fait, il me faisait comprendre implicitement que si je ne suis pas avec lui, je vais rester stagiaire, demeurer stagiaire toute ma vie. Si tu ne passes pas par moi, tu n'auras rien. Si tu es avec moi, tu auras une vie de rêve. Pour réussir la vie, il faut faire des sacrifices. Toutes les filles choco que tu vois dehors sont passées par là. Voilà l'inventaire des phrases qui sont reprises par des prédateurs. Au regard de ces messages, Passy a pu engranger des preuves. J'en ai reparlé à mon grand frère, je dis à mon ami, mon grand frère, mon tonton de cette radio, je lui ai dit l'affaire est en train d'aller très loin. Il y a des menaces, il y a des messages, il y a des appels et tout. Donc j'avais déjà des preuves, j'avais des SMS, j'avais des screenshots des messages, j'avais les screenshots des appels et tout. J'ai montré à mon grand frère qui est allé voir le directeur de cette radio en lui disant en fait, monsieur, tout ce qui a été dit sur cette fille est complètement faux. Le problème est que le monsieur l'encadreur est en train de compter fleurette à la demoiselle. Elle a refusé, il a, j'ai envie de dire, abusé de moi dans les propos et en racontant n'importe quoi en fait. C'est ça. Donc quelques mois plus tard, l'encadreur en question a quitté la radio parce que il semblait que d'autres filles, après que moi je me sois révoltée, je suis allée dénoncer. Elles sont venues dire ouais, moi aussi il m'avait fait la même proposition. Une autre fille a dit avec moi il avait couché. Dans les cas de harcèlement, les juristes conseillent de collecter des preuves. Maître Jeannette Ndoumbe. Beaucoup de personnes parlent de harcèlement sexuel, mais on se rend compte que des voix ne s'élèvent pas beaucoup au sujet du harcèlement sexuel. Pourquoi? Parce que c'est généralement des choses qui se passent entre deux personnes de façon douce ou alors en catimini, mais qui ont des conséquences graves. La chance ou la malchance, je vais beaucoup dire la malchance pour notre pays, c'est que nous n'avons pas encore légiféré. Le code pénal n'a pas encore légiféré le harcèlement sexuel comme une infraction. Et lorsque vous êtes harcelé, il faut quand même chercher à avoir des écrits, à les conserver. Si ce sont des lettres, si ce sont des emails et autres. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut remonter et voir quand même qu'il y a... Si vous avez peut-être un responsable ou votre chef qui vous envoie dans la journée au moins 10 SMS disant « je t'aime, vous êtes belle, vous êtes... » Je crois que ce n'est plus dans le cadre du travail, ça sort déjà dans le cadre du travail. En ce moment, vous pouvez trouver peut-être un palliatif en disant que ça vous cause un problème psychologique ou bien ça vous trouble dans le travail, si bien que la productivité ne peut pas donner par rapport à ce que vous comptez faire à cause du harcèlement. Lorsque Amadou a reçu la proposition d'acte homosexuel, il s'est emporté. J'ai fait ce qu'on appelle la folie. J'ai cassé tout. J'ai tout renversé sur le bureau. Ils ont commencé à faire, il a crié, on a commencé à bavarder là. Je le dis parce que quoi, j'aimerais que tout ceci s'arrête. Qu'on arrête de maltraiter les gens et de proposer des choses pas faisables, bien ignobles à des jeunes Camerounais parce qu'ils veulent du travail. Les autres victimes préfèrent se résigner. Certaines sont dans le dépit. Malheureusement, beaucoup de jeunes se retrouvent obligés de céder, souvent parce que les difficultés de la vie, la famille qui n'en peut plus, eux-mêmes qui n'arrivent plus à tenir, beaucoup se livrent à ces pratiques-là pour pouvoir bénéficier d'un emploi. Et c'est pour ça qu'on peut observer aujourd'hui une recrudescence, n'est-ce pas, de l'homosexualité, sous toutes ses formes. Rien à voir avec l'homosexualité pratiquée en Europe où les gens sont là-dedans parce qu'en réalité, c'est une orientation, c'est des envies naturelles. Mais ici, je peux vous garantir, je n'ai pas fait une étude scientifique là-dessus, mais de manière empirique, je vous dirais que la grande majorité des jeunes qui sont dans l'homosexualité se retrouvent là-dedans parce que, voilà, entraînés au travers d'une recherche du mieux-être, d'une recherche d'emploi. Selon l'article 23 de la Déclaration des Nations Unies de 1948, toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail,
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Faisant un parallèle avec le stage, un travail commence par un apprentissage, ce qui est un droit. Alors, c'était le 3e reportage, normalement, qu'on vous a diffusé, qu'on a diffusé en 2e lieu. On reviendra sur le 2e reportage. On a ce téléspectateur Emma Dakoré qui nous écrit depuis le Congo-Brazzaville et qui nous dit que, en fait, c'est une question de l'enthousiasme et de l'entourage. Donc, enthousiasme et entourage, quand on lit les deux, je ne sais pas ce que ça donne exactement. On a Séraphin Fa qui nous dit que ces filles sont des filles qui cherchent la facilité. Il n'y a pas que des filles, hein, Séraphin, il y a des garçons aussi. Et il dit que quand le directeur ne la drague pas, elle-même va le faire. Bref, la majorité de nos sœurs ne savent pas ce qu'elles veulent. Heureusement que quelques-unes parmi sauvent l'honneur. Ça, c'est parole de jeunes. Hein. Habituellement, quand on a eu ce type d'émission, on a des réactions dans ce sens-là. On a notre ami de l'Amicale Solidaire qui participe très souvent à cette émission, qui dit que il est du même avis, je pense que Dr Wogang, il y a une irresponsabilité parentale grave aujourd'hui que l'on constate. Les hommes ont vraiment abandonné leur responsabilité aux femmes. Et donc, voilà, les conséquences, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, je vais lire ce dernier message avant qu'on ne continue avec nos panélistes. Lali Moudier qui nous dit que les jeunes, et entre parenthèses filles surtout, gagneraient à s'habiller et se comporter de façon moins provocante, pour se protéger de ces fauves et préserver leur corps à tout prix. Vaut mieux la pauvreté que le péché, et le Seigneur pourvoira, même si on est dans la pauvreté. On termine avec cela, docteur. Oui, je pense qu'il est quand même important de s'habiller décemment quand on va dans des espaces publics. Parce que le fait de... Quand on voit votre allure, on a déjà une idée de qui est-ce que vous êtes. Mais quand vous êtes là, les seins sont visibles et la jupe est à mi-cuisse, on ne devrait pas s'attendre à grand-chose parce qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il est clair que ce n'est pas à l'habit aussi qu'on reconnaît le moine. Donc, c'est bien que ce téléspectateur ait souligné l'aspect vestimentaire parce que notre manière de nous mettre permet de savoir si nous sommes des personnes vulgaires ou pas. Est-ce qu'on devrait comprendre quand même à travers cela que même un homme responsable, une fois qu'il voit une femme qui n'est pas très bien habillée, on va le dire comme ça, devient irresponsable? Non, à ce moment-là, c'est l'éducation qui va encadrer l'homme, qui peut se pervertir. Mais s'il est bien éduqué, il est clair que ce ne sera pas... c'est pas la première chose qui va l'attirer parce que ceux qui sont bien éduqués, moi j'en ai souvent croisé à l'université, qui interpellent souvent les étudiantes, qui s'habillent, il y en a qui viennent sans sous-vêtements et elles s'asseyent devant, elles ouvrent les cuisses et elles les referment pour intimider, je crois, l'enseignant qui est en face. Il y en a qui ont le courage de leur dire, mademoiselle, c'est pas comme ça que ça se passe. Habillez-vous décemment quand vous venez à mon cours parce que la prochaine fois quand vous le ferez, et vous allez voir que la prochaine fois, elle va s'asseoir derrière. Donc, tout dépend. Plusieurs éléments doivent être pris en considération, mais l'éducation reste fondamentale. La tenue vestimentaire aussi n'est pas à négliger, mais ce n'est pas non plus parce qu'une fille fait voir ses seins que... Mais je pense que c'est par rapport au corps des métiers. Il y a même déjà certains de vos journalistes vraiment qui s'habillent très mal, les femmes. Oui, c'est important de le souligner parce qu'elles doivent il y a quelque chose qu'on a signalé qui me dérange énormément parce que le problème, c'est-à-dire que dans le problème, il a dit... la plupart de nos filles ne savent pas ce qu'elles veulent. L'un des gros problèmes déjà même pour le harceleur, c'est parce qu'à un moment donné justement, on passe le temps à dire aux femmes noires, aux jeunes femmes noires, aux jeunes filles noires, en fait normalement qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent. On ne leur apprend pas la valorisation de leur personne. Donc ce qui fait en sorte que la plupart du temps, les personnes savent déjà qu'en allant vers ces jeunes filles, elles n'ont pas déjà cette confiance en elles. Ce n'est pas vrai. De deux, j'estime que c'est pas vrai non plus. La plupart des filles qui vont en stage ne s'habillent pas mal, ne s'habillent pas si mal
que ça. Et honnêtement, que ça soit dans le viol ou bien dans le harcèlement, 98% des filles étaient habillées décemment. Et quand je dis la plupart des les harcèlements, les viols ou bien les abus, c'est toujours avec des tenues comme vous et moi ici sur le plateau. Ce n'est pas souvent, c'est-à-dire que la dépravation vient du fait que les hommes aujourd'hui considèrent déjà les femmes comme des produits sexuels, sexualisés dans une société où on a à un moment donné rendu trop vite et facilement les filles. Quand on me dit dos nu ou bien assez sexy, ça ce sont des jeunes qui sortent, qui s'amusent, mais quand on parle de stage, ces personnes sortent d'abord dans des familles, dans des maisons. Elles ne sont pas souvent si indécemment habillées. Je pose directement la question à Rodrigue, parce que lui, il est cadre d'entreprise, donc il voit des choses. Rodrigue, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Oui, sur le terrain, je ne suis pas d'accord avec la question de l'habillement. Parce que peut-être avant d'arriver à l'entreprise, moi étant afrocentrique, j'étudie beaucoup de culture africaine. Et il se trouve que, culture mondiale même, et il se trouve bizarrement que il y a beaucoup de peuples qui vivent encore en guillemets à l'état primitif et autres, par exemple les Baka et autres peuples, par exemple dans nos forêts, que ce soit en Afrique ou en Asie, où les femmes se baladent seins nus. Mais c'est des peuples où il n'y a pas de viol, il n'y a pas ce genre de choses. Donc le problème à la base, c'est le système de valeurs. Le problème, c'est le système de valeurs qui entoure ça. C'est-à-dire qu'une fille peut venir très bien habillée en tailleur et tout, et faire un jeu de séduction. Tout comme une autre peut venir, on va dire, en guillemets, sexy ou indécente, comme on le dit, et être ferme sur ce qu'elle veut. Je veux dire que ce n'est pas forcément ça. Maintenant, en entreprise, c'est qu'à la base, il y a les postures mentales des uns et des autres. C'est-à-dire que, et cette posture mentale vient du système de valeurs qu'on a hérité. Elle en parlait tout à l'heure. On est finalement dans un système qui n'est pas le nôtre à la base, qui n'est pas africain à la base, qui fait que on va très vite culpabiliser la victime parce que le bourreau est puissant. Parce que le bourreau est puissant. Et on estime parfois que la victime voulait profiter de la puissance du bourreau et donc a cédé, donc s'est offert. Et il faut vraiment faire attention à cette perception-là. Et pour finir aussi, ce que j'observe en entreprise, c'est que justement, les gens qui utilisent ce pouvoir-là finissent par s'en servir encore pour manipuler d'autres personnes. C'est-à-dire que parce qu'il a couché avec une fille et lui a offert un stage, elle devient sa propriété, un. Et de deux, c'est qu'il l'utilise parfois comme agent de délation à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ça devient très, très vicieux. C'est quelque chose qui peut paraître... La jeune fille peut se dire au départ, bon, ok, bon, je vais céder, c'est pas grave, j'aurai mon stage, je vais aider ma famille, je vais payer l'école à mon petit frère et tout. Ils sont conscients de toutes ces considérations-là. Mais après, elle n'a pas conscience parfois de ce que ça entraîne comme cercle vicieux derrière. Mais seulement, je vais finir en disant qu'il y a aussi des femmes qui finissent par retourner ça à leur avantage, c'est-à-dire qui deviennent des manipulatrices après. Ça aussi, il faut relever ça. Alors, oui, ma très chère, avant qu'on ne prenne le dernier reportage, peut-être Dr. Kouroguin voulait réagir. Je voulais simplement dire que la tenue vestimentaire ne peut pas tout justifier non plus, parce que n'oublions pas que nous sommes dans une société où les choses sont simplement construites, où on se dit que parce qu'on va à tel endroit, voilà à peu près ce qu'on attend de cette personne comme tenue vestimentaire. On peut être habillé de manière sexy sans que ce ne soit indécent non plus. Donc, c'est la petite remarque. Alors, moi, je me suis rendu compte, c'est vrai aussi que c'était à dessein qu'on l'a fait. Tous ces reportages qu'on a eus tout à l'heure avaient une connotation sexuelle. On les a choisis à dessein, je l'ai tantôt dit. Alors, pourquoi on se rend compte que lorsqu'on parle de corruption ou de harcèlement, ça marche beaucoup plus avec le sexe? On utilise beaucoup plus le sexe? Oui, parce que le sexe et l'argent, c'est les deux outils de corruption par excellence. C'est-à-dire que si vous regardez l'histoire des grands hommes politiques qui ont chuté parfois, si vous regardez ailleurs, même dans la course aux élections et tout, c'est toujours des affaires de sexe. On a eu le cas de Bill Clinton qui a failli être destitué pour une affaire de sexe. Il y a d'autres présidents qui ont... on a en France, par exemple, Sarkozy qui se retrouve dans les mailles de la justice pour des problèmes d'argent. Donc, généralement, ce sont ces deux éléments-là. Et l'autre chose aussi, c'est que le sexe, moi, de ma posture afrocentrique, je sais que le sexe a une valeur spirituelle qui est très forte. C'est-à-dire que c'est un élément qui marque l'individu. C'est un marqueur, en fait. C'est un marqueur, c'est un élément qui marque. Et c'est un outil de possession même aussi des individus. C'est-à-dire que la personne qui subit un viol
si elle n'est pas aidée par des personnes comme Minou, si elle n'est pas soutenue, va développer, va se sentir toute sa vie inférieure à son bourreau, ne va pas comprendre que son bourreau c'est un moins que rien, quoi, c'est un vaut-rien. Elle va se sentir plutôt, elle, comme ne valant pas grand-chose. Et c'est ça qui explique le phénomène psychologique où les victimes préfèrent cacher. Parce que ça devient un élément de honte, en fait. Oui, je crois que c'est parce que la personne se sent souillée. Et le bourreau en est conscient. Le bourreau joue on va y revenir, on va revenir là-dessus de notre prochain reportage, parce que les bourreaux, je veux dire les victimes qui se sentent coupables et les bourreaux qui finalement jouent les innocents. Exactement. Voilà, nous allons en parler. Deux jeunes sur trois rencontrés sur le terrain témoignent être victimes de harcèlement sexuel pendant les démarches pour trouver un emploi ou stage pour d'aucuns. Pour d'autres, en entreprise, c'est la condition pour conserver sa place ou pour une éventuelle promotion. Pourtant, ils n'en parlent presque pas, à l'instar de cette colboxeuse rencontrée à Japoma. Pardon, il faut me laisser tranquille avec cette histoire-là. Je n'ai même pas envie de parler. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi, je peux en train de m'apprêter pour aller dans mon bureau. C'est quoi? Ne pas parler, mais exprimer la colère. Une colère qui cache une histoire plutôt profonde. Après harcèlement à répétition dans différentes entreprises, la jeune Sylviane se contente aujourd'hui de son callbox. Je n'avais plus envie de parler de ça parce que moi, j'ai trop souffert en cherchant le travail dans les entreprises. Ça a été très dur pour moi. À chaque fois que je pars dans une entreprise, il faut d'abord que je passe sur le lit ou au canapé et tout. On ne fait que me faire des propositions indécentes. Marie Chimène a travaillé en Gaoundéré. Elle nous révèle ce qui la tourmente. Tout a commencé quand je suis employée à Gaoundéré dans une grosse boîte d'ailleurs, dans cette ville. Alors, passionnée de mon travail, je ne sais pas si c'est la cause ou la raison. Alors, j'ai commencé à un moment donné à être harcelée par mes collègues, mes chefs, qu'il fallait que je fasse l'amour avec eux. J'ai dit, mais tiens, c'en était de trop au point où un jour, je suis allée me plaindre chez le directeur général. Elle cède après multiples demandes de son patron sous le prétexte de la promesse de promotion faite par celui-ci. Il me rappelle, il me dit, bon tiens, voilà, mademoiselle, on doit t'installer déjà dans ton poste de promotrice. Tu as ton bureau qui est là, ta voiture qui est là, et puis tout. J'ai dit, mais tiens, c'est une bonne chose, ce que j'attends. Il dit, mais non, mais à condition qu'on fasse l'amour. J'ai dit, mais tellement j'étais étonnée, stressée, par ce qu'il me dit. Alors, pour faire comme si je n'ai pas compris, j'ai dit, patron, vous dites, je ne suis pas, il me dit, mais comme vous avez entendu. Je lui ai dit, ok, bon voilà, j'ai réfléchi et j'accepte. Alors, tout s'est passé bien. Après que tout s'est passé avec mon patron, parce que j'aime mon travail, je m'imagine déjà dans un grand bureau et tout. Il dit, bon voilà, l'acte est passé, patron, je viens le revoir quelques jours plus tard. Il dit, mais patron, vous m'avez dit si la condition était d'être avec vous, faire l'amour avec vous, je l'ai fait. Mais jusqu'ici, vous ne m'avez toujours pas donné mon poste de promotrice. Qu'en est-il? Il me dit, bon écoute, je suis... c'est à revoir. Promotion aux dépens de son intimité, la plupart des victimes préfèrent opter pour le silence. Elles disent que la parole ne libère pas. Il faut toujours que la personne qui est victime puisse en parler. Oui, il faut parler, il faut se construire parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent nous soutenir et nous apporter des solutions. Je ne suis pas allée me plaindre dans les structures appropriées parce que je vois que ça ne sert à rien. Donc ça ne va pas changer. Compétences et qualifications cèdent-elles la place aux exigences pernicieuses? Voilà la question de nombreux jeunes Camerounais. Voilà, c'est juste les dernières minutes de cette émission. Fab Tchakuntio qui nous dit que les jeunes devraient faire attention à ce qui les entoure, parfois dans le souci de ressembler aux autres. Ces jeunes-là tombent dans les pièges des prédateurs des entreprises. Et il faut qu'on sache que ce n'est pas le propre de l'Afrique parce que chez les Occidentaux, cela existe aussi.
On a Ronald Carmel qui dit, je cite, « Je kiffe grave cette émission. J'aimerais bien faire partie de votre... que vous m'invitiez sur votre plateau. » C'est bien noté, Ronald. On va parler de la puberté dans les prochains jours. Nous avons Yannick Mbete qui nous dit que cette stratégie mise sur pied et non encore statuée dans le code pénal, c'est pas bien, et que la corruption est si profonde que à la place d'un stylo pour signer un contrat, l'on vous donne une aiguille pour vous blesser et signer avec votre sang, dit-il. Donc, c'est plus grave que ce qu'on s'imagine. En fait, c'est une métaphore pour vous dire que la situation est tellement grave. Donc, on a Jean Guidjo qui nous dit que, voilà, il nous écrit du Kradat à Yaoundé, probablement un étudiant. Sa copine a eu une condition dans une société de la place lorsqu'elle allait déposer son dossier de stage de vacances. Le dossier a été, je ne sais pas trop requis, et plutôt en chemin, elle reçoit un appel venant de cette société lui demandant à quel niveau elle se trouve. Donc, qu'elle revienne, qu'elle rebrousse chemin, qu'elle rejoigne la personne qui l'a appelée. Et il lui a proposé d'aller faire une sieste. Celui qui était au bout du fil lui a proposé d'aller faire une sieste. Et grâce à Dieu, dit-il, cette copine a refusé. Et plutôt, elle a appelé Jean Guidjo. Et ils sont tous les deux partis. Et donc, il dit que le Cameroun, c'est un pays de la honte. Je vais lire ce dernier. On a beaucoup de messages. Vraiment, prière de nous excuser, on ne pourra pas tous les lire. Joby Zico qui nous écrit de Malabo. C'est un mal qui est ancré, dit-il, dans notre peau. Et un homme qui traite une femme de produit sexuel, c'est elle qui l'a voulu, dit-il, que tout cela s'arrête. Il pense que le monde devrait être frappé, comme Sodome et Gomorrhe. Voilà, c'est son mot de fin. Ma très chère. Oui, cette dernière question, parce que là, on va déjà rappeler que comme c'était le dernier, normalement, c'était notre avant-dernier reportage et qu'il faut dénoncer lorsque vous êtes face à ce type de situation. Mais pour ceux qui se murent dans le silence, on a donc cette licenciée en droit qui a choisi de faire des champs. On a également un jeune titulaire de master qui s'est résigné à la vente des fruits et une jeune femme détentrice donc de master également qui s'est résolue à faire du call box. Alors on a envie de se demander si la société camerounaise est devenue finalement cannibale. Oui, les conséquences sociales sont énormes. Moi qui vous parle, je ne peux pas, je vous dis que pour avoir travaillé dans des entreprises majeures, dans quelques entreprises majeures ici, j'ai entendu beaucoup de choses qui me sont revenues des membres de la famille. Mais c'est bizarre, pourquoi lui part toujours d'une grande entreprise à une autre et tout? Est-ce qu'il n'a pas mis les mains quelque part et tout? Clarence, par exemple, toi-même, je ne suis pas sûr que vous pouvez me garantir que dans votre famille, on ne dit pas qu'on vous voit, vous êtes à Canal 2 parce que. Donc, il y a ces conséquences-là. Et à un certain moment, lorsque ça entre dans la société et que ça commence à se transmettre, finalement, cet écart-là se normalise. C'est-à-dire que ça devient difficile même de donner des conseils à un jeune. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme moi, ça devient difficile d'aller dire à un jeune que voilà, quand tu cherches le boulot, voilà ce qu'il faut faire, fais un bon CV, forme-toi, ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment donné, il va dire oui, mais après il va balayer ça du revers de la main. Donc, le constat, il est clair. Nous sommes dans une société qui est en perte de repères. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de valeurs que nous n'avons plus. Et justement, on a quelqu'un, juste pour chuter, avant que je ne passe la parole au docteur Wogeng, Cédric Yomen, qui nous dit qu'au fil du temps, la dénonciation de ces actes est devenue un couteau à double tranchant. Notre société ne reflète pas le mode de vie des Occidentaux, il reflète le mode de vie de ceux qui pensent qu'ils sont arrivés, dit-il. Pire encore, nos propres parents
encore plus cruelle. La pression sociale. La pression sociale. Et il dit qu'on nous balance le vivre ensemble tous les jours dans un pays où 3/4 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. À quoi devons-nous nous attendre? Un ventre vide est prêt à tout. Oui, il a raison, je le salue d'ailleurs, c'est un ami. Les conditions matérielles ont un effet qu'on ne peut pas nier sur le comportement des individus. Honnêtement, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des conditions matérielles difficiles, vous commencez à raisonner en mode de survie. Et lorsque vous êtes en mode de survie, vous devenez faible, vous devenez corruptible, vous devenez léger en fait. Et c'est justement ça qui fait que dans un environnement où des gens sont prêts à exploiter ça, les bourreaux sont là. Et donc, facile. Oui, les bourreaux sont là. Et l'environnement dans lequel nous sommes, parce que l'éducation n'est plus ce qu'elle doit être, les conditions matérielles ne sont plus ce qu'elles doivent être, et le socle culturel même n'est plus ce qu'il doit être. Et cet environnement-là produit donc des victimes à foison pour les bourreaux. Et ça fait que le bourreau, à la fin, se retrouve dans une posture où il n'a pas de problème de conscience en fait. Et c'est ça qui fait que le phénomène continue, persiste. Et juste donc pour terminer, parce que c'est vraiment la dernière minute de cette émission, face à ces goulots d'étranglement, Dr Wogeng propose l'éducation. Cette éducation permettra-t-elle de sortir de ce phénomène qui va grandissant? Non, il n'y a plus que l'éducation. C'est-à-dire, au niveau où nous nous trouvons en ce moment, nous n'avons plus que l'éducation. Nous devons aussi avoir cette fois-ci le gouvernement qui prend ce problème comme grande cause nationale. Pourquoi? Parce que non seulement, en fait, ça détruit la société, mais c'est vraiment, en fait, ça détruit le développement. C'est-à-dire qu'on regresse. Aujourd'hui, ce n'est plus l'apanage juste des parents. Il faudrait, en fait, que ça devienne une grande cause nationale à tel point qu'on le martèle continuellement et que maintenant les harceleurs sachent que à partir d'aujourd'hui, vos visages vont être connus et vous allez être punis pour ce que vous faites. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit que c'est l'Afrique tout entière, en fait. C'est quelqu'un qui nous écrit du Gabon et qui nous dit qu'il n'y a pas que le Cameroun, c'est peut-être l'Afrique centrale ou l'Afrique tout entière. C'est son avis là-dessus. Ndolé, qui nous écrit du Gabon. Dr Wogeng. Bon, je pense que tant que le politique maintient le peuple dans la précarité et dans l'impunité, il est clair que le harcèlement sexuel ne peut pas disparaître. Donc, il faut que le politique prenne la chose à bras le corps et que les harceleurs soient punis afin que les populations concernées ne se sentent pas souillées lorsqu'elles sont victimes de telles situations. Et moi, je voudrais ajouter aussi le volet organisationnel. En 30 secondes. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Où les victimes aujourd'hui doivent se mettre ensemble de plus en plus et s'organiser en fait, pour dénoncer et même si possible pour piéger les harceleurs. Parce que l'argument des harceleurs qui aiment souvent dire oui, bon, elle a inventé tout ça parce que j'ai de l'argent et tout ça, elle veut mon argent et tout, ça passe. Donc il faudrait que les victimes aujourd'hui, grâce à la technologie, les médias, les réseaux sociaux, puissent s'organiser un peu mieux. Créer des centres, créer des groupes où on dénonce, on échange, on partage les expériences et on développe des stratégies pour sortir de là. Ma très chère. Et voilà qui est dit, je pense que ce sera la fin. Voilà. Et voilà, moi je pense simplement qu'on devrait, je rappelle encore par rapport à ce reportage qui disait qu'il faut dénoncer, donc vous les victimes, vous n'êtes pas, c'est pas vous qui avez un problème, mais ce sont ces corrupteurs-là, ce sont eux qui ont un problème. Alors, ne vous sentez pas mal, prenez le problème à bras le corps et allez au-delà de ce que vous ressentez et dénoncez, c'est simplement ce qu'on peut vous dire. Briser le silence. Briser le silence, c'est le mot de fin de Dr Wogeng, justement. Merci Rodrigue, merci Minou. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages ce soir. Désolé, on ne pourra pas tous les lire. Guillaume Fondo, Sim de Rosie, Romuald Dimitri, Vincent de Paul Atangana. Vraiment, on ne pourra pas tous les lire, désolé. On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec un autre thème tout aussi intéressant. Bonne soirée à tous. Selamat, salam,